Toujours dans la chromatographie en phase liquide, nous allons étudier les principes et les principales caractéristiques de la chromatographie par échange d'ions. Donc, la chromatographie par échange d'ions permet la séparation de molécules selon leur charge et dans le cas des protéines ou des acides aminés, selon leur pHi. La phase mobile est un tampon d'élution de composition variable. La phase stationnaire est un support macromoléculaire insoluble qui porte des charges positives ou négatives. Les groupements ionisés sont fixés par liaison covalente et sont capables de fixer des ions de charge opposée. Ainsi, dans l'exemple, une résine chargée négativement, le support macromoléculaire insoluble, pourra échanger des cations. Les supports macromoléculaires insolubles sont des résines dont les plus utilisées sont des polysaccharides tels que le cépharose ou les celluloses substituées. La nature des groupements ionisés, on peut avoir des échangeurs chargés positivement et qui échangeront des anions. Et nous pouvons avoir également des échangeurs chargés négativement qui peuvent donc échanger des cations ou fixer des cations. Il y a des échangeurs faibles et des échangeurs forts. C'est une différence importante car selon la nature de la résine qu'on utilise, il faudra plus ou moins faire attention aux conditions de travail, au pH dans lequel on travaille. Pour les échangeurs forts, ils sont chargés quel que soit le pH. Dans ce cas, par exemple, la résine RSO3- ou résine sulfonée sera chargée négativement quel que soit le pH de travail. Par contre, pour les échangeurs faibles, leur ionisation dépend du pH. Par exemple, pour les résines portant un groupement carboxylate, RCOO-, elles ne seront ionisées qu'à pH supérieur à pKa. Donc, dans les conditions de travail, le pH initial doit obligatoirement être supérieur à pKa, car sinon, nous aurons une résine RCOOH qui ne peut pas capter de cations. De la même manière, les amines tertiaires fixées sur une résine ne sont ionisées qu'à pH inférieur à 8. Donc, dans les conditions de travail, il sera impératif de travailler à pH inférieur au pKa. Au cas contraire, si on travaille dans cette zone de pH, la résine ne sera pas chargée et ne permettra donc pas la fixation d'anions. La planche suivante montre des exemples donc de résines. Ainsi, on a la DEAE qui est parmi les plus utilisées, donc qui est un échangeur anionique faible. Et vous voyez que ici, avec un changement donc des substituants, on obtient un échangeur anionique fort. De la même manière, ici, nous avons une CM-polyoside, c'est-à-dire un carboxyméthyle, qui est un échangeur cationique faible, c'est-à-dire un échangeur de cations qui est faible. Donc, il faudra faire attention au pH dans lequel on travaille. Tandis qu'avec cette résine sulfopropyle, nous aurons un échangeur cationique fort. Voyons les étapes de la préparation de la colonne. Donc, le dispositif se présente tout simplement sous forme d'une colonne en verre que l'on peut fermer. Cela peut être une seringue, cela peut être une pipette Pasteur. L'essentiel, donc,
un cylindre que l'on peut remplir et que l'on peut fermer à l'extrémité. On dépose un petit bout de coton à l'extrémité pour éviter la fuite de la résine et on prend la résine qui est ionisée en suspension dans le tampon de développement, c'est-à-dire la phase mobile initiale, et on remplit soigneusement la colonne en évitant de mettre des bulles d'air ou de fissurer le gel, la résine. Donc, c'est un remplissage soigneux, progressif. On laisse la résine se tasser et il y aura bien sûr l'excédent de tampon qui va s'écouler et on re-remplit jusqu'à obtention donc d'une colonne remplie jusqu'à pas tout à fait l'extrémité, car ici on fera le dépôt des échantillons, donc on la remplit convenablement. Une fois la colonne remplie, bien sûr, il s'agira d'équilibrer la colonne, c'est-à-dire qu'on va laver la colonne, laisser couler du tampon d'élution jusqu'à ce que le liquide qui sort de la colonne, effluent, devient identique à celui qui entre. Ceci surtout du point de vue pH, c'est-à-dire on sera sûr que la colonne est prête dans les conditions que nous aurons fixées. Le pH de ce tampon est fixé expérimentalement. On décide que c'est un pH X. Donc, on va verser ce tampon d'élution jusqu'à ce que ce qui sort de la colonne ait le même pH que le tampon d'élution. Ça s'appelle équilibrer la colonne. Une fois que cette étape est terminée, il faut veiller pour toutes les colonnes à ne jamais les laisser sécher. On laisse toujours à la surface du tampon afin que la résine ne sèche pas. Le dispositif expérimental, cette figure montre un exemple de dispositif expérimental sophistiqué. Mais tout simplement, on a une colonne et on a les tubes qui servent à collecter le liquide qui va sortir par cette petite tubulure. Donc tout ceci est un dispositif, mais on peut résumer cela à la colonne et on place les tubes un à un en dessous à la sortie de la colonne pour récolter des fractions. Ici, l'appareillage permet donc de distribuer l'ELUA, ce qui sort de la colonne, dans les différents tubes et simultanément, il y a la lecture de la DO grâce à un spectrophotomètre qui est associé. Considérons un exemple. Soit une résine chargée négativement et l'on veut séparer 3 protéines A, B, C. On démarre avec une colonne de verre qui est remplie de phases stationnaires, qui est constituée donc par une résine échangeuse de cations, c'est-à-dire qui est chargée négativement. À l'extrémité, nous avons des tubes qui permettront de collecter l'ELUA et que l'on peut déplacer toutes les 10 minutes, par exemple, ou toutes les 15 minutes. Cela dépend des conditions expérimentales. Et enfin, au-dessus, en hauteur, on a le tampon de pH variable qui constitue la phase mobile. L'écoulement se fait goutte à goutte selon un débit constant, par exemple 2 ml toutes les 10 minutes. Ce paramètre débit est un paramètre important. Si le débit est trop rapide, cela ne laisse pas le temps aux protéines de se séparer ou aux macromolécules de façon générale. Et s'il est trop lent, au contraire, les molécules vont diffuser à l'intérieur du gel de la résine et cela donne des séparations qui ne sont pas optimales. L'expression du principe de la CEI nécessite la présentation de 2 étapes. La première étape, c'est la fixation des molécules sur la résine. Prenons l'exemple des protéines.
nous voulons que toutes les protéines soient fixées. La résine est chargée moins, donc les protéines doivent être chargées positivement, ce qui fixe le pH initial qui doit être inférieur à tous les pHi. On dépose le mélange des 3 protéines à la surface du gel et on laisse pénétrer. Donc, je schématise ici les 3 protéines par 3 couleurs différentes et elles sont toutes chargées positivement. Après pénétration dans le gel, on va verser goutte à goutte le tampon qui a été fixé comme un pH acide inférieur à tous les pHi et cette phase mobile va entraîner les protéines à l'intérieur de la résine, mais comme elles sont chargées positivement, elles vont toutes être fixées par les charges négatives de la résine. Ceci est la première étape indispensable, fixation de toutes les protéines sur la résine, ce qui a permis de déterminer le pH initial de travail. Puis, nous passons à la deuxième étape. Ce que nous voulons, c'est de récupérer ces protéines séparément. On appelle ça élution progressive par solution de pH croissant. En effet, nous avons défini que le pH initial était acide, donc le pH ne peut qu'augmenter. Au fur et à mesure que la phase mobile s'écoule, le pH augmente. Quand pH égale au pHi d'une protéine, la protéine devient de charge globale nulle, plus ou moins. Elle n'est plus retenue par la résine et elle est éluée avec la phase mobile et on la récupère donc dans différents tubes que nous avons placés en dessous. Ici, dans la schématisation, je n'ai mis qu'un tube, mais bien entendu, nous récoltons le goutte à goutte sur différents tubes, ce qui constituera donc des fractions. Ceci permettra de dire donc, pour finir le principe, que l'élution des protéines se fait bien entendu dans l'ordre croissant de pHi, puisque le pH augmente. Dès que pH égale au pHi d'une protéine, elle est éluée. De la même manière, le pH continue d'augmenter progressivement et atteindra inévitablement une valeur égale au pHi d'une autre protéine qui deviendra de charge plus ou moins et qui sera donc éluée avec la phase mobile et qui sera collectée dans les tubes situés en dessous de la colonne. Ainsi de suite jusqu'à l'obtention donc d'une séparation des protéines qui vont être bien entendu diluées puisque nous ajoutons de la phase mobile. Et je répète, ici pour expliquer, j'ai mis des codes couleurs, mais il est bien évident que les protéines ne sont pas récupérées dans un seul tube, mais dans différents tubes, tels que nous l'avons vu dans la photo où il peut y avoir jusqu'à 100 tubes, 200 tubes pour collecter les fractions. Quel est le traitement pour ces fractions collectées? Les fractions collectées, donc, ce sont des dizaines de tubes. Ici, je n'en ai représenté que 4. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Après élution, on dose au spectrophotomètre chacun des tubes à 280 nanomètres, ce qui permettra de faire un dosage ou une détection des protéines dans chaque tube. Bien entendu, si 2 protéines ont des pHi voisins, c'est-à-dire qu'elles deviennent de charge globale nulle à peu près au même pH, elles seront éluées dans les mêmes tubes et donc on ne pourra pas les séparer. Dans ce cas-là, bien entendu, il faudra essayer d'utiliser une autre méthode basée sur un autre critère que la charge pour essayer de les séparer. Par exemple, je peux citer, si 2 protéines ont le même pHi, on peut essayer de les séparer selon leur poids moléculaire s'il est différent.
ou selon leur solubilité. Nous avons vu l'élution par gradient de pH. Le gradient de pH a eu pour effet de modifier la charge de la protéine, qui s'est ainsi retrouvée de charge globale nulle et qui a eu pour conséquence la rupture des liaisons électrostatiques qu'il y avait entre la résine chargée négativement et la protéine. Donc, pour obtenir l'élution d'une protéine, il faut casser la liaison électrostatique qu'il y a entre la résine et la protéine. Ceci est possible par modification de la charge, comme nous l'avons vu, mais on peut également l'obtenir par compétition, c'est-à-dire en utilisant une molécule qui est reconnue par la protéine et qui permettra son élution. Par exemple, un substrat avec son enzyme, un antigène avec son anticorps, c'est ce que j'appelle une molécule qui est reconnue. Considérons l'exemple d'une résine liée, qui a lié ou qui a fixé une enzyme chargée positivement. L'introduction du substrat dans la colonne permettra de créer une liaison entre l'enzyme et le substrat qui aura pour effet de casser ou de rompre la liaison entre la résine et la protéine, ce qui permettra bien sûr son élution. C'est à titre d'exemple, c'est pour bien comprendre que l'élution est basée sur la rupture des liaisons électrostatiques, d'où l'importance dans le principe de la première étape qui consiste à fixer les protéines. Plus utilisée, c'est l'élution par gradient de sel. On situe le problème. L'élution des protéines est possible par changement de pH qui modifie la charge de la protéine et permet son élution. Mais il y a des molécules, telles que les acides nucléiques, pour lesquelles la charge moins ne change pas avec le pH. On aura beau modifier le pH, l'ADN et l'ARN resteront chargés négativement à cause des groupements phosphates. Comment obtenir dans ce cas-là l'élution? On peut l'obtenir par addition de sels tels que le NaCl. Cela provoquera la rupture des liaisons électrostatiques entre la résine et les acides nucléiques par compétition entre les charges. Nous allons voir cela. Si on considère une protéine chargée positivement qui est fixée par des liaisons électrostatiques sur une résine échangeuse de cations, l'introduction de NaCl qui se transforme en Na+Cl-, va créer des nouvelles liaisons qui vont avoir pour effet de rompre la liaison électrostatique entre la résine et la protéine. Les charges Na+ interagissent avec la résine chargée moins, les charges Cl-, les ions Cl- interagissent avec la protéine chargée positivement, ce qui aura pour effet de rompre la liaison électrostatique qu'il y avait entre la résine et la protéine. Et bien sûr, on obtient l'élution de la protéine que l'on récupère dans les tubes collecteurs. La question qui va se poser alors, dans quel ordre se fait l'élution par les sels? Puisque le pH ne change pas, cela ne dépendra plus. Ce n'est pas en termes de pHi que nous réfléchissons, mais c'est la même chose. Soit 3 protéines ABC de pHi respectifs 6, 8 et 10, que l'on veut séparer par une chromatographie échangeuse de cations, donc une résine chargée négativement. Nous voulons quoi? Première étape, fixation de toutes les protéines. Ceci définit un pH initial ou pH 0 qui doit être inférieur à tous les pHi. Sur cet axe de pH, j'ai représenté les pHi des protéines ABC et pour savoir quel est le pH
initiale, puisque je veux des protéines chargées positivement, automatiquement, le pH de travail doit être inférieur à tous les pHi. À pH inférieur au pHi, les protéines se comportent comme des bases et captent des protons, ce qui leur donne une charge positive. Seulement, il paraît évident que pour la protéine A, qui est chargée positivement, et la protéine C, qui a un pHi de 10, elle est aussi chargée positivement, mais c'est évident qu'elle sera beaucoup plus chargée. Son pHi est beaucoup plus éloigné du pH initial de travail qui est acide, donc elle tendra à se comporter beaucoup plus en base que celle-là, que la protéine A. J'ai schématisé cela par une charge plus pour la protéine A, 2 charges plus pour la protéine B et 3 charges plus pour la protéine C. Donc, il est bien évident que c'est l'une des choses qu'il y a à comprendre. Si on prend l'exemple ou l'image de température, rappelez-vous, je définis que ces protéines ont des températures, pour A, une température interne de 6, pour B, une température interne de 8, et pour C, une température interne de 10. Si on les met dans un pH initial acide, qui correspondra donc à une température inférieure à la leur, automatiquement, elles auront tendance à s'habiller, mais il paraît évident que A aura moins froid que C. C aura beaucoup plus froid que A, et donc elle captera plus de protons. En image, j'avais dit que ça peut être considéré comme un habillement. Donc la distance, la différence entre le pH de travail et le pHi définira plus ou moins de charge. Donc dans la deuxième étape, nous avons donc obtenu la fixation des 3 protéines sur la résine chargée négativement, mais comme nous avons dit, nous avons schématisé A avec une charge plus, B avec 2 charges plus et C avec 3 charges plus. Ainsi, elles seront toutes fixées à la résine. Nous avons obtenu cela dans la première étape. Maintenant, dans la deuxième étape, nous souhaitons éluer progressivement ces protéines. Et c'est là que la modification, l'augmentation de la concentration en NaCl va permettre l'obtention de la rupture de ces liaisons. Lorsqu'on a une concentration donnée en NaCl, elle finira par avoir suffisamment de force pour casser une liaison électrostatique. Automatiquement, une liaison est cassée pour toutes les protéines liées à la résine, mais la première qui va être éluée, c'est A, puisqu'elle n'avait qu'une seule liaison électrostatique. Les protéines B et C restent fixées à la résine. L'augmentation de la concentration en NaCl qui continue, qui augmente, finit par avoir suffisamment de force pour casser une seconde liaison électrostatique qui va finir par libérer donc la protéine B, mais la protéine C restera fixée puisqu'elle a encore une liaison électrostatique. Et ainsi de suite, on augmente la concentration en NaCl jusqu'à obtenir l'élution des protéines. Comment se fait le traitement des résultats obtenus donc sur une résine échangeuse de cations? Nous avons dit que la lecture des DO se fait pour chaque tube collecté, ce qui permet le tracé d'un chromatogramme. Cette méthode est une méthode qui permettra également la détermination du pHi d'une protéine. Cette représentation montre donc la DO ou absorbance pour chaque tube
collectés et en fonction donc du gradient de pH. Nous étions dans une résine chargée négativement, donc on a dit que le pH était un gradient croissant que j'ai schématisé ici par des petits tirés. Et on a obtenu l'élution sur plusieurs tubes de la protéine A, de la protéine B et de la protéine C. À quel moment se fait l'élution de la protéine A? Elle se fait au niveau de ces tubes, en prenant le maximum et en croisant avec la droite du gradient, on peut déterminer son PHI. Ainsi, pour A, c'est PHI le plus faible. Pour B, je prends le sommet, je recoupe la droite du gradient, ça me donne le PHI de B. Et enfin, pour le PHI de C. Par contre, ici, pour schématiser, nous avons donné 3 protéines qui ont donné 3 pics, mais il faut bien comprendre que si 2 protéines ont des PHI voisins, nous ne pourrons pas les séparer et nous obtiendrons un pic parfois un peu plus large. Donc, on ne peut pas dire qu'un pic est égal à une protéine. On considère plutôt que c'est une ou plusieurs protéines de PHI voisins.